spécialiste au niveau de la fiscalité, de la comptabilité applicable aux coop, aux OBNL aussi. En date d'aujourd'hui, je suis aussi auteure et formatrice pour l'Ordre des CPA du Québec sur tout ce qui est les spécificités coop, donc fiscales et comptables. Donc, voilà pour ma petite présentation rapide. Donc, je vais me permettre de partager Charlie, mon... Oui, je fais juste informer tout le monde que j'ai parti l'enregistrement. Ça vous va? parfait. Merci. Excellent, merci beaucoup. Au plaisir. Merveilleux. Vas-y, continue, Charlie. Merci. Pas de problème. Puis, ben, à tout moment, là, interrompez-moi si jamais vous avez des questions. Donc, il n'y a pas de problème. Là, on est ensemble pour 2 heures, là, donc on devrait avoir le temps vraiment de tout couvrir. Par contre, pour le chat, là, je ne sais pas, il y a Firefly IA aussi qui est rentré dans le chat. Je ne sais pas, Caroline, tu veux-tu regarder Non, ça? ouais, c'est pas moi qui l'ai parti, celui-là. Parfait, merci. Puis c'est ça, le chat, je vais avoir de la misère à vous suivre, fait que je préfère que vous levez la mienne, que vous me parlez ici s'il y a quoi que ce soit. Donc, j'ai répertorié là, en gros 3 principaux sujets de questions. Donc, beaucoup par rapport au coût puis au financement là, du projet. Donc, création d'une coop, les taux d'impôt, frais de mutation, balance de vente, options de financement. Beaucoup de questions sur la mécanique, le fonctionnement de la mécanique des parts. Là, donc, la revente de parts à un nouvel acheteur, à la revente des bâtiments détenus personnellement, l'approbation nécessaire des membres. Mais aussi beaucoup de questions sur la rémunération, le partage de profits, méthode de distribution des profits avec les impacts fiscaux, redistribution en intérêt sur parts, volonté d'ajuster la valeur des parts des fondateurs, rémunération de la direction du conseil d'administration, valeur des parts, gestion des profits en cas de revente. Donc, la bonne nouvelle, là, c'est que j'ai pas mal réponse à toutes vos questions. Dans le fond, le but, c'est surtout, là, on va prendre juste un petit step de recul, puis on va regarder ça là, de façon globale. Mais je vous assure, j'ai des réponses à toutes vos questions. Donc, moi, quand je lis ça, en fait, ces questions-là, là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une psychologie d'investisseur. Là. Dans le fond, qu'on se demande, ben, what's in it for me? Là? Je veux diversifier mes placements. C'est quoi mes meilleures perspectives d'investissement? Comment je peux tirer parti d'épargne fiscalement attractif? Comment je peux optimiser les frais? Ou, c'est quoi qui est le mieux, finalement, financièrement pour moi? Ben, je veux vous valider là-dedans, là, dans le sens, c'est normal que vous posiez ces questions-là. Là, je pense qu'on vient d'un monde vraiment où ce qu'on se demande, ben, l'argent que je mets, qu'est-ce qu'elle va me rapporter au final? Hein? Fait que je vous comprends tout à fait là, de poser ces questions-là puis d'avoir ces interrogations-là. Où je vous amène, en fait, là, c'est que on veut se questionner un peu sur la motivation individuelle de chaque personne. En fait, on veut se ramener à moi, je suis quel type d'investisseur? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Il y en a qui veulent surtout aller chercher du rendement, des économies fiscaux. Il y en a qui c'est plus pour une croissance à long terme, aller chercher un gain en capital à long terme. D'autres pour conserver le patrimoine, conserver finalement quelque chose de sûr pour eux, un loisir qui est important pour eux, une valeur environnementale. Là, tu sais, bon, je vous parle de ça, je sais, je ne réponds pas à vos questions, là, mais pourquoi je vous parle de ça, en fait, c'est parce que je veux vous questionner un peu sur vous, c'est quoi qui a de l'importance pour vous? Parce que, dans le fond, pourquoi vous voulez créer cette entreprise-là, c'est de revenir à l'essence de votre besoin. Donc, c'est un peu de vous questionner personnellement sur c'est quoi, moi, mon but personnel à fonder cette entreprise-là. Ça peut très bien être finalement le modèle traditionnel qui vise la recherche de profit puis de rendement en tant qu'investisseur. Ça peut très bien être ça, c'est tout à fait valide. Là. Dans le fond, le modèle coop, ce qu'il vous propose, là, c'est pas ce modèle traditionnel-là, cette façon de penser-là d'investisseur puis de rendement. Dans le fond, ce que le modèle collectif vise, c'est de la pérennité des activités pour répondre aux besoins des membres. C'est un peu pour ça là, que je nous fais prendre un petit step back. Je vais répondre à vos questions après, mais vraiment, là, selon votre réel objectif, là, je vous questionne, c'est là qu'on va savoir finalement si la coopérative est une bonne option pour vous. Je ne m'étendrai pas plus long là-dessus. Là. Je vais revenir, dans le fond, à vos questions. Mais l'important pour moi, là, c'était vraiment là, que vous puissiez avoir un autre regard, que vous puissiez avoir une réflexion individuelle un peu sur est-ce que vraiment là, je fais ça principalement pour la rémunération, le partage des profits? C'est-tu vraiment ça mon but? Là, je reviens à l'essence du projet. Hein. Vous êtes en quelque part des personnes qui consomment les produits et services du camping depuis quelques années, probablement pour quelques années. Dans le modèle d'affaires de la
du camping, en fait, là, vous êtes les revenus de l'entreprise. Donc, s'il y a des excédents à la fin d'une année, là, ce que ça veut dire, c'est soit qu'on prévoit des excédents pour investir plus tard pour maintenir nos activités, ou c'est soit qu'on a chargé trop cher finalement pour ce que ça coûtait. Je vais parler tout de suite de la rémunération puis du partage des profits, là, parce que pour moi, ça, c'est le gros de la question, en fait. Puis j'aimerais ça que vous compreniez qu'en coop, là, si à la fin, vous avez des excédents puis vous décidez de vous partager des profits, soit sur la base de vos investissements, là, donc comme intérêt sur part, ou sur la base de notre opération avec les membres, là, sur la base de vos opérations monétaires avec les membres, donc sur la base de ristourne. Donc, c'est les deux méthodes de distribution de profits excédents en coop. Donc, je réponds à votre question. Impact fiscal, là, rapidement, si j'ai une ristourne, c'est un revenu supplémentaire, donc comme un T4A. Puis si j'ai un intérêt sur part, c'est comme un dividende, là, donc c'est traité fiscalement comme un dividende avec un crédit d'impôt pour dividende, dépendamment on est dans quelle catégorie de dividende. Parce que c'est basé sur l'investissement, un intérêt sur part, puis la ristourne est basée sur l'opération avec les membres. Mais le but d'une ristourne, en fait, c'est quoi? Le but d'une ristourne, c'est de redistribuer l'excédent en trop dans l'année. Puis ça, c'est imposable pour vous. Alors que l'argent que vous avez mis pour acheter le service, lui, il est avec votre argent net d'impôt, là. Vous ne pouvez pas le déduire de votre revenu d'entreprise nulle part. Vous avez payé de l'impôt sur votre salaire, puis vous le payez net d'impôt. Fait que ce que je veux vous expliquer ici, c'est que les mécanismes de distribution de profit, les impacts fiscaux qui sont associés en coop, là, c'est pensé dans le but de c'est pas avantageux pour vous. Tu sais, dans le fond, la seule personne qui va gagner à faire ce mécanisme-là, c'est le gouvernement avec les impôts que vous allez leur payer. Fait que dans le fond, le but du jeu, l'idée d'avoir une coopérative, c'est d'avoir le contrôle sur l'organisation, puis de pouvoir dire, au lieu que mon prix de vente augmente de 500 $ par année, dans le but d'aller chercher finalement plus de rendement, plus d'excédents, plus d'augmentation de valeur, dans le fond, je pèse le juste prix de mon service, puis j'en paye moins libre d'impôt aussi, là, là, dans le fond, je ne vais pas repayer de l'impôt là-dessus. Oui, il y a une question, allez-y. Oui, au niveau des revenus, disons que la coop fait un profit de 100 000 $, est-ce que ça, c'est imposable par la coop? Ça fait partie, dans le fond, je vais tout de suite parler de la coopérative, des taux d'impôt, puis des spécificités, puis je vais répondre à votre question par la suite, mais je vais commencer par mettre cette table-là. Okay. En tant que coopérative, notre avantage par rapport à la société par action au niveau du taux d'impôt, c'est qu'on ne peut pas être imposé au taux pour les revenus passifs là, au niveau des revenus de location, d'intérêt, on n'a pas d'impôt de la partie 4. Là. Donc, on ne paiera pas genre 50% de taux d'impôt sur ces types de revenus-là. On est limité, dans le fond, à maximum, là, je pense que ça va jusqu'à 28,5% d'impôt dans la société. Fait que c'est les taux normaux d'entreprise. Là, le minimum, c'est 12,2% si on a plus que 5500 heures de main-d'œuvre. Il y a différents taux applicables, mais c'est les mêmes taux que toutes les autres entreprises, sauf pour les types de revenus passifs qu'on appelle, dont le revenu de location, qui normalement est taxé à comme un revenu de placement, là, avec des taux d'impôt plus élevés, pas loin de 50%. Fait que ça, c'est un des principaux avantages coopératifs au niveau du taux d'impôt. Donc, les revenus de location ne seraient pas imposables. C'est important parce que je pense que nous autres, au Coopérative Sedona, la plupart sont imposables, mais pas à un taux d'impôt de revenu de placement, à un taux d'impôt de revenu d'entreprise. OK. Donc, c'est ça, on a un taux moins élevé. Là. Comme je dis, je pense que c'est 28,5% le maximum, là, même au-dessus de 500 000 d'excédent. Là. Puis, en termes d'impôt sur les revenus non actifs, je pense qu'on tourne autour de 50% là, ou pas loin. Fait que, on a quand même une économie d'impôt dans l'entreprise à ce niveau-là. Si on vend les actifs, là, si la coopérative vend les actifs,
Dans le fond, elle va avoir un gain en capital. Je vais juste attendre de finir ma réponse avant de vous répondre, là, M. Ricard. Donc, elle va générer un gain en capital. Puis elle aussi, elle va devoir s'imposer sur, dépendamment des règles, en général, c'était 50% du gain en capital là, qu'on s'impose dessus. Donc ça, c'est les mêmes règles que toutes les mêmes entreprises. On paye de l'impôt sur le gain en capital relié à une vente. Par contre, je pense que où ce que ça vous intéresse, vous, c'est finalement what's in it for me. Qu'est-ce que moi, je peux obtenir là, de la coop suite à la vente de cet actif-là. Puis c'est un peu ça l'enjeu. Les règles coopératives sont faites pour dire on ne veut pas que les gens puissent s'attribuer cette valeur-là parce qu'on veut pérenniser finalement la valeur de l'actif à son usage aux besoins des membres. Donc, si on le permettait, finalement, ben, on se tirerait un peu dans le pied. Fait que les règles qui entourent la liquidation nous obligent finalement à ne pas pouvoir redistribuer à nos membres ou en tout cas limiter dans plusieurs limites. Là. Donc, il y a une petite partie qui pourrait peut-être là, être redistribuée, mais à ce niveau-là, c'est là qu'on a un enjeu. Puis c'est le but, en fait, du modèle coop, c'est de préserver cette valeur-là à la coop. Puis en mode, finalement, là, de liquidation, on appelle ça le reliquat. Là, bref, ce qui reste à la coop ne peut pas être partagé entre les membres. Ça reste au milieu coop. Donc, ça s'en va soit à une entreprise du même secteur d'activité ou au CQCM. Tu sais, il y a différentes choses. Là, je ne suis pas la spécialiste juridique pour ça, mais j'essaie de vous donner les grandes lignes. Est-ce que ça répond à votre question, M. Dubuc? Oui, merci. Parfait. M. Ricard? Oh, vous n'avez pas ouvert votre micro, je ne vous entends pas. Parallèlement à ce que M. Dubuc a mentionné, mettons, la coopérative fait de l'argent, elle a un profit. Elle a-tu un temps déterminé pour dire, OK, à la place, on va faire des ristournes puis renvoyer, mettons, cet argent-là aux membres qu'eux autres, bon, via peut-être leur impôt personnel. Y a-t-il possibilité de faire ça avec une coopérative? Mettons, on a-tu un temps donné de dire, on prévoit faire tant de profit, on peut renvoyer en ristourne pour réduire le profit de la coopérative, mettons? Ben, vous pouvez, mais si je suis conséquente avec ce que j'ai dit tantôt, ben, la seule personne que vous allez enrichir comme ça, c'est le gouvernement avec les impôts que vous allez payer sur le revenu imposable supplémentaire que vous allez faire avec la ristourne. Tandis que si vous faites un escompte, que vous faites une diminution de votre prix de vente, ben, au bout de la ligne, vous payez moins de votre argent libre d'impôt. Oui, bien, c'est parce que des fois, au début, la prévision, on pense prévoir ça, mais des fois, peut-être, ça peut être plus. C'est sûr, il n'y aura pas une grosse variabilité dans nos activités, mais mettons, au début, là, on prévoit ça, mais finalement, on n'a pas ça, on a un excédent. C'est sûr qu'on pourrait le protéger, mettre ça dans des réserves ou quelque chose comme ça. Mais, De toute façon, si vous me permettez, M. Ricard, à la fin, quand vous allez le conseil d'administration, quand vous allez avoir vos états financiers, c'est vraiment là, lorsque vous faites votre assemblée générale, que vous décidez avec vos membres, qu'est-ce que vous allez faire avec ces surplus-là? Est-ce que vous faites une ristourne? Vous le réinvestissez? C'est le conseil d'administration qui va faire vraiment la proposition aux membres de l'AGA, mais ils vont arriver vraiment avec bon, il y a telle chose, on pourrait prendre les surplus, les profits, les mettre dans tel projet ou on le verse en ristourne. C'est vraiment, ça ne sera jamais une surprise. Ça va être vraiment tout le temps déterminé avec l'AGA. OK. C'est ça, effectivement. C'est un processus qui est annuel. Hein. À la fin, finalement, on regarde nos vrais résultats. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? Puis est-ce qu'on en a fait trop? Est-ce qu'on en a fait pas assez? On est rendu où là-dedans? Puis est-ce qu'on en verse? Est-ce qu'on n'en verse pas? Par contre, pour moi, c'est vraiment important de vous conscientiser sur le fait que de verser des ristournes, c'est ce que ça implique au niveau fiscalement. Vous allez avoir des revenus supplémentaires à vous imposer personnellement. Alors qu'en tant que coop de consommateurs, dans le fond, vous avez l'entièreté de votre liberté, finalement, de jouer sur votre prix de vente, puis de les ajuster en fonction de, peut-être qu'on a surévalué notre niveau de vente ou justement, on a peut-être besoin d'investissement pour venir soutenir la valeur de nos actifs, entre autres, qui est quelque chose d'important dans votre domaine, la valeur des actifs de vos bâtiments et tout ça, il faut que ça reste. Il faut qu'au moins que ça garde sa valeur dans le temps utilisable pour vous et tout ça. Mais dans le fond, la question un petit peu, c'était, mettons, point de vue fiscal, est-ce que le fait d'envoyer des ristournes, est-ce que c'est avant l'impôt ou c'est
un coup, mettons, la coop fait 100 000 de profit. Oui. Est-ce que après, on pourrait décider de dire on envoie les ristournes et ça fait une baisse de réduction à la coopérative? C'est ça un petit peu peut-être ma Merci question. d'avoir posé cette question-là. Je ne l'avais pas bien compris ni dans les autres questions avant non plus que j'avais reçues, mais c'est vrai que c'est important là, en termes de coopérative. C'est une des déductions qui est possible si et seulement si la ristourne est versée selon le pourcentage d'opération, la vraie utilisation financière là, finalement là, qui a été faite dans l'entreprise. Là. Donc, pas sur une base de qu'est-ce qu'on détient hein, comme action, comme part, mais plutôt sur la base de nos opérations monétaires qu'on a faites avec l'entreprise. Donc, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je continue à faire le tour là, des petites questions. Ça va? Parfait. OK. Donc, si je continue là, mon point sur la rémunération, le partage des profits, ma question sur la redistribution en intérêt sur part, là, la question 2 que j'avais reçue hier. Est-il possible d'avoir des parts privilégiées qui pourraient donner des intérêts ou autres avantages que des parts ordinaires? Fait que, tu sais, ça, c'est un peu la mécanique que je vous parle depuis tantôt. Tu sais, fait que souvent, il y a plusieurs nuances, OK? C'est-à-dire que souvent, on va se servir des parts privilégiées à investissement supplémentaire pour justement faire un investissement important en disant, ben regardez, on a un investissement important, un niveau de risque important, vous pouvez embarquer dans le projet, je vous donne de l'intérêt. Si on le fait de base, hein, ça va directement dans nos dépenses d'entreprise. Fait que dans le fond, de vous payer ces intérêts-là imposables, ben, dans le fond, vous vous appauvrissez, là, vous enrichissez encore le gouvernement avec cette même procédure-là. Il y a une même question un petit peu dans la même veine. Là, comment pourrions-nous ajuster les parts avec les membres qui ont investi au début versus ceux qui ont acheté dans 3 ou 4 ans, par exemple? 3 ou 6 ans, par exemple. Première des choses à nommer dans ce contexte-là, il y a un article spécifique de la loi Coop qui nous dit textuellement, les fondateurs ont les mêmes droits et obligations que tous les membres. Puis, en comptabilité, on appelle ça c'est comme un précepte qui dit la prééminence de la substance sur la forme. C'est-à-dire qu'au-delà de comment vous allez le faire dans la forme, si en substance, ce que vous faites, c'est vouloir finalement donner une valeur supplémentaire aux membres fondateurs pour redistribuer sur le temps et la valeur qu'ils ont mis à créer ça, c'est là qu'il va y avoir un enjeu, puis qu'ils vont pouvoir dire, ben, tu sais, il y a eu une attribution de valeur supplémentaire, puis ça peut être très difficile là, à se défendre, là, vu que cet article-là, il est vraiment clair. Fait que pour moi, c'était vraiment important de vous le nommer. Dans le sens que, tu sais, il n'est pas possible de changer une valeur nominale des parts. Bon, vous savez que ça ne peut pas prendre de valeur non plus. C'est sûr qu'il y a possibilité d'ajuster la part de qualification, là, dire, ben, au début, on dit que ça vaut 5 000 pour rentrer, puis ben, après 2 ans, on se dit, ouais, 5 000, c'est trop, il n'y a pas personne qui embarque, on va le changer à 4 000. C'est quelque chose qui est possible. Mais par contre, tu sais, moi, j'imagine là, comment ça pourrait se passer dans une coop de dire, ben, nous, on est rentrés, ça coûtait 1 000 $, puis maintenant, ben, vous voulez rentrer, ça coûte 50 000 $, mais on est tous membres, un membre, un vote. OK, fait que moi, j'ai payé 50 000, mais vous autres, vous avez payé 1 000, mais vous êtes tous des membres égaux. Ben oui! Tu sais, fait que c'est un peu ça aussi, le principe d'équité, qui pour moi est un petit peu dangereux, si on veut, à ce niveau-là. Tu sais, je vous ai parlé des intérêts sur part, des ristournes. Il y a possibilité de les verser en part aussi, donc d'ajouter une valeur de part supplémentaire à nos membres, donc pas leur payer physiquement, mais d'augmenter le total des parts qu'ils détiennent. Mais encore là, c'est le même principe. C'est de dire, ben, je vais rajouter des intérêts dans mon modèle d'affaires qui vont être imposables à mon particulier. En plus, ils ne touchent même pas les sommes. Fait qu'il va falloir qu'il paye de l'impôt dessus pour que quand il va revendre ses parts, c'est là qu'il va toucher l'argent libre d'impôt. Allez-y, M. Dubuc. Dans le même ordre d'idée, je comprends que la part va rester fixe dans le temps. Disons que dans notre cas, on la paye originalement 50 000 $, mais dans 5 ans, ça va encore 50 000 $.
Mais est-ce qu'on pourrait, par contre, aux nouveaux investisseurs, les nouveaux acquéreurs de bâtisses au camping Saut-de-Neuf, faire des genres de frais d'administration, des frais j'appelle ça pas de bienvenue, là, mais des frais quelconques pourraient un peu compenser pour ça, disons, temps pour... Si vous me posez la question au niveau comptable et fiscal, je peux vous répondre. Au niveau légal, je peux pas. Tu sais, je veux dire, rendu là, hein, la coopérative, qui est une personne morale, a le devoir de prendre les meilleurs choix éclairés pour son développement, puis son autosuffisance aussi. Puis si le traitement de données, d'arriver à un nouveau membre et de tout ça, si ça nécessite du temps, de l'investissement, de l'argent, puis que vous considérez qu'il y a des frais reliés à ça, puis que la coop veut charger ses nouveaux membres pour ça, moi, au niveau comptable et fiscal, c'est-à-dire que ça peut être comptabilisé comme une dépense, ça peut être déduit comme une dépense. Donc, tu sais, je crois qu'il y a peut-être plus un niveau légal à votre question en disant, ben, est-ce que c'est légalement acceptable de demander ça à quelqu'un qui est comme obligé d'avoir une part? C'est un peu ça. Là. Moi, il y a cet enjeu-là que, dans le sens que du moment que je suis propriétaire hein, d'un immeuble à votre camping, ben, il faut que j'aille d'une certaine manière la propriété aussi là, du terrain. Sinon, ben, on se retrouve dans la situation qu'on est actuellement. Là. Fait l'idée, c'est que les gens deviennent membres aussi pour qu'ils possèdent aussi là, cette valeur-là, cette part-là, ce droit-là aussi. Là. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, un peu. Je pense que vous mieux avez que je peux. répondu indirectement. Mais moi, je pense que ça peut se faire, évidemment, là, mais c'est à regarder. Mais c'est peut-être une option pour un peu privilégier ceux qui ont investi au début. Parfait. Je reviens à mon petit PowerPoint. Là. Je sais, j'ai arrêté de vous le partager. Et de toute façon, n'oubliez pas qu'est-ce qu'il y a sur votre terrain prend de la valeur aussi. T'sais, vous pouvez contrebalancer si vous faites une vente par la structure que sur votre terrain avec les années. La part reste pareille, mais... Fait que moi, pour finir mon point sur la rémunération, le partage des profits, là, la dernière question que j'avais à répondre, c'était par rapport à la rémunération de la direction et du CA. Là, je me suis permis de prendre des petites notes, là, consulter des collègues là, pour m'assurer d'avoir un portrait plus global de la situation, parce que de mon point de vue comptable, fiscal, je veux dire, on a des employés, c'est normal qu'on les paye, hein, c'est correct de les rémunérer, puis c'est important de les rémunérer conformément à si c'est un employé, si c'est un travailleur autonome aussi, là. Puis un modèle d'affaires, ça tient difficilement sur du bénévolat aussi à long terme, là, fait que ça aussi, c'est important de prendre en compte les ressources. Par contre, une nuance qui est très, très importante, vraiment modèle coop, dans le fond, si on est en mode tâches réalisées à titre d'employé, on peut être rémunéré. C'est des tâches qui sont reliées à la gouvernance, dans le fond, pour le CA. Là, on parle d'allocation de présence. Si c'est possible, si l'Assemblée nous a donné le droit, il y a le secrétaire et le trésorier qui peuvent être rémunérés sur décision de l'Assemblée également. C'est sûr que je vous reviens un peu avec ce que je vous dis depuis le début, hein, c'est-à-dire que toutes les dépenses qu'on rajoute dans le modèle d'affaires, c'est quelque chose qui vient diminuer nos excédents ou qui nous oblige à augmenter nos ventes. Hein. Fait que d'une manière ou d'une autre, indirectement, là, vous allez payer pour toutes les dépenses, tout ce qui est engagé aussi là, par l'entreprise. Fait que c'est un pensez-y bien quand même. Donc, j'aurais envie de parler beaucoup là, fonctionnement mécanique des parts. Là, je trouve que ça vient bien se rattacher. Dans le fond, vous m'avez parlé, là, si on revend nos... il y a des gens qui pensaient qu'on était obligé de revendre à une coopérative les parts détenues dans la coop. Dans les faits, on a le droit, dans nos régies internes, de donner le droit de revendre nos parts à d'autres personnes. On peut donner ce droit-là. Par contre, en général, en termes de fonctionnement, comment ça fonctionne, c'est en termes de fonctionnement, comment ça fonctionne. Wow, un beau pléonasme ce matin, excusez-moi.
Bon, au moins, je vous ai fait sourire un peu, c'est le fun. Donc, au niveau, en général, on va séparer vraiment les deux transactions. Dans le fond, on va dire le rachat des parts, c'est vraiment un mécanisme distinct des émissions de parts. Puis, on va souvent le faire directement avec l'entreprise. De toute façon, les valeurs nominales sont bloquées. Hein, on n'a pas des réévaluations à faire de la valeur. Ça, j'avais juste envie de vous dire si ce n'était pas quelque chose que vous aviez vu, là, mais en société par action, si vous faites des actions comme ça, vous allez devoir recalculer la valeur de l'entreprise à tous les moments où des gens vont vouloir quitter. Parce que là, ils vont vouloir vendre leurs actions. Ils valent combien aujourd'hui? Ils valent sûrement pas ce que j'ai payé. Donc, il faut s'entendre sur une méthode de calcul ou faire une valeur comptable. Fait que je veux juste que vous ayez ça aussi en tête. Donc, comment ça fonctionne? Oui, parce que c'est une grosse facture, ça, à chaque fois. Exact. Fait que comme je disais, on a vraiment deux mécanismes. Donc, le premier mécanisme qui est le mécanisme de rachat de parts, il y a plusieurs nuances, là. Donc, tu sais, les parts sociales ou les parts de qualification, ça, souvent, c'est des parts qu'on va rembourser juste au départ des membres. Donc, c'est ce qu'on appelle du capital permanent, là, puis qui va être là tant que le membre va être membre, puis quand il va quitter, puis qu'il va en avoir un nouveau qui rentre, mais il va avoir un roulement. Là, d'après moi, c'est principalement de ça qu'on parle, mais ça peut se défaire en deux catégories, là, les parts sociales et les parts privilégiées. Fait que c'est là où je veux vous amener parce qu'il y a des nuances entre les deux. Les parts sociales, là, eux autres, ils n'ont pas de taux d'intérêt là, du tout. Les parts privilégiées, eux, ils ont des fois une date d'échéance. Une échéance, mettons, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. Des fois, dans 25 ans, ça va dépendre de ce qu'on va acheter. Là. Souvent, on va se rattacher à la durée de vie là, du projet en lui-même. Mais dans le fond, une des choses importantes, c'est que il faut que la personne ait le droit de demander le remboursement. C'est-à-dire que si je suis une part de qualification, je quitte comme membre, je démissionne, je vends mon bien, ben dans le fond, je vais demander mon remboursement parce que je démissionne puis je quitte. Si je démissionne pas puis je quitte puis ça va pas bien puis j'ai une inondation, je peux pas demander le remboursement de mes parts, sinon je suis plus membre puis je détiens plus de la propriété de mon terrain en quelque part. Là, OK? Fait que ça, c'est important de comprendre ça. Si c'est des parts privilégiées, ben là, il faut vraiment se baser sur ben, est-ce que j'ai le droit de demander le remboursement? Si j'ai une période de 5 ans, puis ça fait juste 3 ans que la personne les détient, ben, théoriquement, elle n'a pas le droit de demander le remboursement. Donc, il n'est pas exigible, ce montant-là. Fait qu'il y a plusieurs paramètres comme ça qui nous encadrent là-dedans, là, dans ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas. Je mets ça un peu de côté des complexités, puis je reviens à l'essentiel de la question qui est, dans le fond, quand je fais le rachat, la principale question, quand tout ça c'est réglé, là, la principale question que le CA doit se poser, parce que non, c'est pas l'entièreté des membres qui doit approuver les rachats ou les nouvelles personnes qui rentrent, c'est le CA. Donc, le CA analyse la demande de rachat et dit, est-ce que je suis en mesure d'exaucer cette demande de rachat sans mettre en péril ma situation financière? Vous me direz, ben, c'est peut-être pas quelque chose qui est clair comme de l'eau de roche, le mettre en péril ma situation financière, là, tu sais, c'est... faut le démontrer, là, effectivement, il faut travailler avec les chiffres là, pour finalement, est-ce que ça m'empêche de réaliser mes obligations à court terme? Est-ce que ça m'empêche de réaliser mes projets pour soutenir mes investissements nécessaires à l'exploitation de mon entreprise? Fait qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Mais ça reste au CA finalement de dire, ça c'est l'article 38 de la loi coop là, qui vient vraiment protéger les coopératives en disant elle ne peut pas effectuer le remboursement de part si elle n'est pas en mesure de le faire. Si elle se met dans la marde financièrement, excusez-moi pour les petits mots québécois, mais pour finalement faire ce remboursement-là. Avez-vous des questions là-dessus? Oui, j'en aurais une à ce niveau. J'en aurais une à ce niveau-là. Donc, juste mettre en pratique, nous, au Camping Sodona, disons qu'on met pour les discussions, on met la part à 50 000 je veux vendre ma roulotte, mon chalet dans 5 ans. Donc, la part que j'ai payé 50 000 je peux la revendre 50 000 au nouvel acheteur ou il faut que je le vende à la coopérative? Ça dépend de votre choix.
C'est un peu ça, tu sais. OK. Ça dépend du fonctionnement que vous allez vous être donné dans vos règlements de régie interne. C'est souvent plus simple de transiger avec la coop dans le sens que des fois, par exemple, on ne finit pas notre 5 ans encore, on n'est pas en mesure de rembourser les parts encore, ça s'en vient dans les 2, 3, 4, 5, 6 prochains mois, mais j'ai un nouvel acheteur déjà, il a besoin d'avoir sa part. En tout cas, je dis plus simple. En termes de mouvement financier, pas nécessairement, mais en termes d'inclusion des nouveaux membres, par contre, si Pierre Jean-Jacques du coin de la rue, qui n'est jamais là aux rencontres coop, décide de vendre sa part puis son terrain, puis que ben, Pierre Jean-Jacques, il va à Monique, puis que Monique, elle ne connaît rien de la coop, puis qu'elle ne sait pas pantoute, puis que dans le fond, ben, elle pense qu'elle est rendue propriétaire du terrain au complet. Ça risque de faire un petit peu de tension à l'interne, tu sais, par exemple. Tu sais, fait que c'est question de dire, ben, moi, pour avoir un processus adéquat d'acceptation des membres, d'accueil des membres, de savoir aussi, ben, c'est quoi le nom de famille de Monique, c'est quoi son numéro de téléphone, s'il faut que je l'appelle pour régler des questions. Tu sais, là, oui, ça va devenir une cliente, là, fait qu'éventuellement, on devrait avoir toutes ces infos-là. Par contre, c'est quand même des considérations qui sont à prendre en compte. Fait que c'est sûr que moi, je peux pas l'appliquer directement à votre contexte. Je peux juste vous donner de la nuance, puis des faits ou qu'est-ce qui peut se produire là, dans différentes situations. Donc, en résumé, c'est qu'il faudrait mettre dans notre règlement de la coop, si on est membre en coop, la vente de la part se fait à la coop ou se fait à l'acheteur. Si c'est permis comme de gré à gré, je pense qu'on appelle, là, si c'est possible de vendre finalement notre part à un autre particulier. Ça, dans le fond, c'est des discussions que vous devez avoir à l'interne, puis que vous devez décider là, selon le mieux pour vous, pour la coop. Je me rends compte que j'ai oublié ma deuxième mécanique. Là. Je vous ai parlé de la mécanique de rachat de parts, mais la mécanique d'émission de parts, ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, hein, normalement, on fait un coucou au conseil d'administration en disant ben, je veux devenir membre. Hein, fait que ben, le CA va approuver notre nouvelle personne qui va être membre, va devoir payer là, selon ce qu'on a défini aussi comme période de paiement des parts pour devenir membre. Là. Fait qu'essentiellement, je voulais juste vous ramener, c'est ça, c'est le CA qui est vraiment en charge de toute l'émission et le remboursement des parts. Donc, pas l'ensemble des 135 campeurs. Fait que là, j'aurais fait pas mal mon point sur le fonctionnement de la mécanique des parts. Le dernier point qui me restait, c'est les questions au niveau du coût du financement. Fait que le coût de la création d'une coop, frais de mutation, balance de vente, option de financement. Ça vous va? Oui. On est dans nos temps, là. Vous semblez être un public très à l'écoute et très bien informé. Ça se passe bien. Donc, coût de création de la coop, là, en fait, Caroline, tu m'ajustes trop au besoin, tu sais, mais essentiellement, que vous soyez 30 ou 150, c'est pas ça qui va changer le coût de votre coopérative. En fait, là, nous, on offre des accompagnements, on n'offre pas juste, tu sais, on va remplir les statuts fiscaux pour créer la coop. En fait, pour nous, c'est important, il y a plein d'enjeux pour qu'une entreprise collective fonctionne. Rattaché, entre autres, c'est tout le processus des membres là, de vie associative et tout ça. Fait que nous, dans le fond, on évalue les besoins selon les entreprises, puis on fait un peu une offre de service vraiment pièce par pièce, là, selon les besoins spécifiques qu'on voit. Ça ne sera pas la même chose pour une entreprise de consommateurs, par exemple, que pour une entreprise là, de travailleurs. On n'est pas à la même... aux mêmes besoins, aux mêmes enjeux nécessairement. Ou dans un camping ou dans une épicerie. Là. On est dans deux mondes complètement différents. Fait que, tu sais, le coût, dans le fond, va varier selon, finalement, les besoins qui sont ciblés là, dans votre dossier spécifique, puis selon, finalement, où vous voulez qu'on aille dans l'accompagnement. Tu sais, ça reste un offre de service qu'on fait. Si vous dites, ben non, on veut pas que vous ayez là, on veut pas faire ça du tout, ben je veux dire, rendu là, ça sera à nous si on décide d'embarquer dans cette entente-là, ou si on n'est pas capable de mettre de côté une partie ou pas là, de l'intervention. Fait que ça reste une négociation, mais c'est pas un prix fixe. Là. Fait que ça va vraiment dépendre de vos besoins. Puis dans le fond,
du soutien que vous avez besoin ou pas à travers ce processus-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de grandeur, par contre? Caroline, je t'inviterais si tu es capable. Moi, j'ai pas beaucoup de démarrage à mon actif. Oui. On y va vraiment selon vos besoins. Donc, selon ce que vous mettez comme temps pour vous, pour travailler. Et si, mettons, on a à faire des heures sur le plan d'affaires ou pas, bien, ça peut varier entre 5 000 et 15 000. Fait que ça dépend toujours qu'est-ce que vous mettez comme temps à l'intérieur de votre dossier. OK, ben, moi, c'est bon, ça nous rend quand même une grandeur. Puis ça comprend, par exemple, l'accompagnement avec un avocat de chez vous, etc., pour mettre ça en place. Okay. En plein ça, oui, parce que nous, les services juridiques sont inclus, fait qu'ils sont subventionnés. Fait que c'est ça qui est le fun. Ça fait que ça vous permet d'avoir des règlements généraux qui vont autant vous protéger vous que protéger l'organisation. Et on vous accompagne aussi selon vos besoins. Fait qu'on va vraiment s'asseoir avec vous. On va regarder. Moi, ce que je vais faire là aussi, c'est qu'on va regarder ce qui va être urgent de faire, ça va être les prévisions financières pour aller chercher du financement. Et juste pour aller chercher du financement, on a déjà des partenaires à qui on a parlé de votre projet qui sont déjà intéressés de vous entendre et de vous rencontrer que vous n'aurez pas dans le privé, là. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et ça va être, c'est ça. Quand vous allez être prêt, rendu là que vous aurez fait votre choix, ben, on s'assoira avec vous. Au niveau du financement, c'est certain que le vendeur présentement est prêt à nous accorder une balance de vente à un taux raisonnable de 5 pendant 10 ans de temps. Donc, ce niveau-là, c'est intéressant aussi, mais c'est certain qu'on peut regarder toutes formes de financement, toutes sortes d'options qui vont prendre le meilleur. Mais pour l'instant, c'est certain que celle avec le vendeur est une option très intéressante. Oui. Et il y a aussi Investissement Québec, que vous pouvez avoir un très bon investissement. Il y a le RISC, qui est le réseau d'investissement social du Québec, qui offre aussi, comme pendant 5 ans, vous pouvez avoir voyons, Les taux? ouais, ben pas des taux, vous n'aurez même pas d'intérêt à payer, vous avez tant. Ouais, il y a vraiment des moratoires. Merci, mon Dieu, je cherchais les mots. Vous avez vraiment du financement qui ne se retrouve pas ailleurs dans la Caisse d'économie solidaire, qui est Desjardins, mais vraiment pour les coops, qui peut vous donner aussi des super bons moyens et qui, quand j'ai parlé de votre projet, me disait, ben on pourrait regarder pour financer individuellement chacun aussi pour faire le rachat de leur part. Fait que c'est toutes des affaires qui sont possibles que vous pourriez avoir avec tout ce qui est dans l'économie sociale. Ben, je m'excuse, je cherche mes mots un matin. Oui, M. Ricard. Dans le fond, aussi, en étant capable de financer, probablement, c'est un avantage de peut-être baisser notre poton. On parle tout le temps d'un 50 000, mais peut-être qu'on serait capable de rabaisser ça à chaque membre pour que ça coûte moins cher un petit peu, puis le faire financer via nos frais annuels ou peu importe. Peut-être que ce serait une possibilité d'abord. Moi, je crois qu'en faisant vos prévisions financières, vous allez avoir vraiment un regard juste sur qu'est-ce qui est envisageable. Oui, je pense effectivement, les dernières questions s'en allaient là, la balance de vente, le financement. Tu sais, ce que Caroline disait, c'est le fun parce qu'elle a déjà fait un peu de recherche sur qu'est-ce qui est applicable à votre dossier. Tu sais, elle a déjà parlé un peu de vous là, dans l'écosystème. Tu sais, ça, c'est vraiment spécifique au secteur, spécifique à la région, spécifique aux caractéristiques des groupes repreneurs. Fait que, tu sais, de la condition de l'économie, là, tu sais, je pense au parc, là, mettons, par exemple, qui est un une grosse subvention ou un financement avantageux qu'on peut aller chercher finalement là, quand on acquiert des gros actifs, là, comme des terrains, des bâtiments, ces choses-là. Tu sais, là, vous, c'est des actions, on détient le contrôle à 100%, tu sais, fait qu'il y a peut-être moyen, tu sais, bref, tu sais, il y a des choses, des fois, dans le marché, des produits qui s'ouvrent temporairement, des choses qui peuvent vous permettre, justement, comme vous avez dit, M. Ricard, là, de diminuer finalement l'apport que vous avez à mettre. Une des choses qui est importante, avant que je vous passe la parole, Mme Boyer, pour votre question, quand on parle de montage financier, c'est que
On a tout le temps nos deux côtés. On a le coût, finalement, tout ce que ça nous coûte. Fait que oui, les millions de dollars qui est demandé par le vendeur, les frais de transaction, les frais de mise aux normes environnementales, les frais de transaction, tout ça, ça s'accumule sur notre coût de projet. Puis nous, en tant qu'investisseurs, on a un minimum de 20% du total du coût de projet qu'il faut ramasser collectivement, mais qui peut être diminué par des subventions, par d'autres joueurs, finalement, qui investissent en parts privilégiées, par exemple. Ça, c'est un des atouts, finalement, là, du modèle coop. Ben, c'est le fait que on peut investir en parts privilégiées pour augmenter la valeur de notre équité qu'on appelle là, pour aller chercher un peu plus de dette. Par contre, là, on ne se le cachera pas dans votre modèle financier, vous, c'est vraiment la capacité de paiement des intérêts qui limite votre capacité de financement. Fait que c'est vraiment là, comme disait Caroline, là, c'est en faisant les prévisions financières, c'est en illustrant vraiment votre capacité de payer selon vos vraies hypothèses que là, on va avoir des chiffres concrets sur la capacité de paiement, sur le minimum de la mise de fonds nécessaire, puis que là, tranquillement, les pièces du puzzle vont se mettre en place. Là, pour l'instant, on est tout comme, faut tout éclater, puis il faut tout inscrire nos hypothèses préliminaires, puis voir si ça tient, puis là, ajuster. T'sais, on est rendu à cette étape-là, là, comme. Ça répond bien à votre question? Madame Boyer, allez-y. Oui. Pour le financement, mettons dans 10 ans, là, le camping a besoin d'un prêt pour X raisons. Là, il arrive une catastrophe, on a besoin d'argent supplémentaire. Est-ce qu'avec une coop, c'est possible d'avoir d'autres financements auprès des banques? Mais que ce soit une coop ou une entreprise par action, là, je veux dire, le financement est accessible. Est-ce que c'est facile d'avoir accès à du financement? Ben, je vous reposerai la question. Avez-vous déjà essayé d'avoir accès à du financement? C'était-tu facile? La réponse devrait probablement être non. Fait que ça ne le sera jamais. Il y a toujours des exigences, il y a toujours des choses à respecter, il y a toujours de la paperasse à faire, il y a toujours de la reddition de compte. Puis, en quelque part, on ne peut pas inventer non plus de la capacité de paiement. Là. Si je n'ai pas d'excédent dans mon modèle d'affaires, je ne peux pas payer d'intérêt à mon bailleur de fonds. Donc, si je n'ai pas de capacité de paiement, que je sois une coop, que je sois une société par action, il n'y a pas grand monde qui va vouloir me prêter ou alors aller à des taux d'intérêt plus hauts, des capitales de risque, des choses comme ça. Fait que, pour moi, c'est la même situation, mis à part qu'on a, dans le fond, une économie un peu plus solidaire, des partenaires différents qui ont accès à du financement différent pour certains contextes spécifiques, là, que je connais pas toutes, là, mais que, dans le fond, ils ont une approche différente, beaucoup plus de coaching envers les entreprises plutôt que de bailleurs de fonds et de reddition. Fait que c'est comme un autre... C'est une économie parallèle, là. On appelle ça l'économie libérale puis l'économie solidaire. Oh, Madame Date, j'espère que je ne vous rends pas malade ce matin, là. Vous êtes en mauve. Ça arrive parfois, que je ne sais pas pourquoi la caméra me fait ça. Je suis désolée. Je vais vous enlever ça des yeux. Vous faites ma journée, là, moi. Oui, Monsieur Ricard. Ah, vous n'avez pas rallumé votre micro, je ne vous entends pas, désolé. Excusez, je l'oublie tout le temps. Non, pourtant, Mélanie était bien belle, je trouvais comme ça en mot. Écoutez, deux questions. Merci, la première, versus, mettons, une compagnie, les rapports d'impôts, mettons, on n'est pas, bon, il n'y a pas l'AMF dans ça, il n'y a rien. Les rapports d'impôts, ça représente, mettons, combien? On parle, mettons, jusqu'à 15 000 la formation. Puis annuellement, un rapport d'impôt conventionnel d'une entreprise, j'imagine. Moi, dans le fond, à la CDRQ, je ne fais pas ça comme travail. Là. Dans le fond, j'en ai fait dans mon autre vie. C'est des cabinets comptables qui font les déclarations d'impôts, les états financiers, tout comme les autres entreprises normales. Tu sais, dans le fond, moi, je vous ai dit tantôt, je suis auteure et formatrice pour l'Ordre des CPE du Québec. Fait qu'essentiellement, là, mon travail à l'Ordre, c'est de faire une formation qui dit, c'est quoi les différences qu'il y a entre ce que vous faites dans votre pratique normale d'entreprise normale à coop, là. Fait qu'essentiellement, là, si je vous dresse un grand portrait, c'est qu'une loi a préséance sur une norme. La loi coop a donc préséance sur les normes des comptables. Donc, ce que la loi coop veut qu'on ait comme titre et comme nomenclature,
passe d'abord avant les normes. Puis parfois, il y a des contradictions. Les comptables sont mal à l'aise parce qu'ils sont comme, mais mes normes me diraient de faire ça. Mais nous, on dit, OK, oui, mais la loi te dit explicitement de faire ça. Donc, même si tu voudrais placer les parts au passif, non, les parts, c'est du capital social, puis ça va à l'avoir. Tu sais, par exemple, là, ça fait partie des choses, là, puis rapidement, là, il y a un projet de modification de la loi sur les coops en ce moment qui a pour but d'harmoniser, entre autres, les principales différences qu'on voit en pratique, entre autres. Là, donc, inquiétez-vous pas, ça devrait pas coûter si cher que ça de plus. Je vous dis ça avec des guillemets là, parce que j'ai vu des cabinets comptables qui donnaient des soumissions pour le même prix, puis qui des fois, à la fin, ils donnaient 10 000 de frais supplémentaires en disant, ben c'est un modèle que je connaissais pas, il fallait que je m'informe, je savais pas, j'avais du gossage à faire. Fait que oui, ça se peut. Mais Charlie, on a quand même Ça une se liste négocie. de comptables qui C'est sont ça. plus spécialisés au Effectivement. bureau qu'on fournit. Si vous nous le demandez, on a des comptables à vous référer plus spécialisés ça. dans le milieu coop. Puis moi, personnellement, j'ai pas diffusé ma liste, là, mais j'ai aussi là, fait un sondage là, avec les membres du groupe de travail qui sont spécialisés en coopérative aussi. Là, donc, j'ai les références des gens là, qui font des projets coop, là, qui font des stuff financiers, qui sachent finalement ces différences-là. Et donc, ce qui veut dire que comme la compétence est là, on n'a pas à payer pour le temps de mise à niveau, là, en fait. Là, c'est un peu ça. OK. Puis ma deuxième question, c'est, mettons, un petit peu que c'est que M. Yves parlait tantôt. Il y aurait peut-être, mettons, pour les membres fondateurs, mettons, si on peut dire, il y aurait-tu lieu de dire on aurait deux sortes de parts, un qui est, bon, je ne sais pas, les avez nommés tantôt, un qui Social. Oui, c'est ça. Social et privilégié. Oui, exactement. Y aurait-tu lieu, y aurait-tu des avantages? Peut-être, c'est sûr que bon, peut-être pendant 5 ans, il faudrait bien avoir les parts pendant 5 ans, le temps que la coopérative prenne son envol un peu pour pouvoir avoir un peu d'argent pour payer. Mais mettons, au bout de 5 ans, bien, ceux qui ont des parts privilégiées, ben, ils pourraient avoir un peu un plus là-dessus. C'est-tu quelque chose qui pourrait se... C'est quelque chose qui est possible, effectivement, puis qu'on peut regarder dans le modèle d'affaires. Par contre, je veux vous allumer un point de vigilance à ce niveau-là. Quand dans une coop, le niveau d'investissement des membres est différent, on peut avoir une perception de valeur différente ou d'inéquité, encore une fois. Là. Fait que, tu sais, par exemple, la part est à 10 000 pour tout le monde. Ben, si tout le monde paye 10 000 puis que moi, j'ai mis 100 000, ben, je vais peut-être me prendre comme le président de la coop, puis c'est moi qui va gérer parce que c'est moi qui ai mis 100 000 puis toi, tu as mis juste 10 000. Fait que, tu sais, c'est des choses à gérer un peu en amont, je dirais. Là, je reviens dans votre contexte spécifique, là. Je ne donne pas un conseil juridique en ce moment, mais ayant fait l'analyse de faisabilité de votre dossier, je sais que vous avez des spécificités différentes, deux types de consommateurs différents dans votre entreprise. Il y a des campeurs exclusivement campeurs et on a des campeurs qui ont un accès au quai également. Hein, on a un 80, 85, bref, c'est pas clair le nombre, là, mais on a un nombre de quais qui, ça, aurait une valeur autant psychologique que réelle d'acheter un terrain avec un accès à l'eau. Le prix est plus cher aussi, donc. Une des choses qui avait été avancée là, dans les hypothèses de base, c'était de dire peut-être que j'ai pas la même valeur, moi, comme consommateur, avoir une part de camping ou une part de camping avec quai. Fait que je vous lance cette hypothèse-là. Ça pourrait amener une meilleure répartition aussi des avantages d'être membre, d'avoir accès au quai. C'est un peu tout ça. Là, je pense que c'est à penser là, quel niveau est réel. Mais de mon point de vue, la juste valeur d'un terrain de camping vs la juste valeur d'un terrain avec un accès au quai n'est peut-être pas la même non plus. J'ai eu accès à un rapport de juste valeur là, dans un autre dossier, là, justement, une marina. Là, puis le rapport disait que une place, là, ça valait au moins un 30 000 minimum. Là, une place avec
un accès là, pour mettre son bateau. Bon, c'était peut-être des plus gros bateaux que chez vous, là. Mais reste qu'il y a une perception de valeur là-dedans. Là. Payer une part de membre 5 000 $ pour avoir accès à un camping, VS un camping, puis un quai, en tout cas, il y a peut-être de la nuance à apporter là-dedans, ce qui permettrait aussi là, de se positionner avec une valeur plus élevée aussi quand on a réellement une valeur plus élevée, puis de comprendre que c'est pas nécessairement que j'ai plus de valeur dans l'entreprise, mais j'ai plus d'avantages, donc je dois payer plus cher aussi pour. Là. Fait qu'il y a quand même, c'est pas égal, mais on amène une certaine équité dans l'inéquité de ce qui est offert. Vous me suivez? Mm-hmm. Oh oui. Puis, ben, c'est intéressant parce que, tu sais, on a aussi un petit peu, mais pas de problématique, mais tu sais, mettons, exemple, si on met la part égale à tout le monde, il y en a qui ont des chalets, comme la plupart ont des chalets permanents, tu sais, qu'on ne pourra pas enlever. Par contre, il y en a qui ont des roulottes qui peuvent encore enlever, même s'ils sont vieilles, ou peu importe, ou même il y en a des récentes, là. Mais ça fait, c'est une question, ça m'avait été posée aussi, tu sais, ils vont payer quand même la même part, qui va être peut-être, mettons, on va parler du haut de 50 000, mais c'est peut-être là qu'on serait mieux peut-être de baisser la part et charger des frais moins, en tout cas différents, je ne sais pas, à ces personnes-là qui ont quelque chose de moins plus mobile ou quelque chose comme ça versus quelqu'un qui a un chalet. En tout cas, ça sera peut-être la gestion interne à regarder. Ouais. Je pense qu'il y a du gros design à faire là-dedans, mais je pense que vous nous touchez quelque chose d'important dans le sens que là, vous identifiez différentes catégories de consommateurs qui ont des besoins différents. Fait que, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche là, ou des hypothèses dans la bouche, là, mais c'est juste que je veux vous alimenter un petit peu dans votre réflexion. C'est moi, ce que vous venez de me parler, ça peut être justement un cas où, ben, pour moi, le besoin de dire mon chalet qui est monté là puis que je peux pas déconstruire, il faut que j'aille la propriété du terrain, c'est ça mon besoin, c'est ça mon enjeu. Pour un terrain que je peux partir avec ma maison mobile, même si elle est vieille, j'ai pas ce besoin-là. C'est quoi le besoin de ces personnes-là? Ça vaudrait peut-être la peine d'aller sonder ces personnes-là. Peut-être qu'ils veulent même pas être membres. Puis qu'on pourrait tout simplement ne pas les faire membres, tu sais, qu'ils soient pas membres, puis que, ben, tu veux partir, tu veux vendre ça, ben, c'est clairement établi dans ton contrat que tu n'as pas la propriété du terrain, qu'elle appartient à la coop, puis que, tu sais, il deviendrait tout simplement en location à la coopérative. Puis c'est ça. Puis ça peut augmenter les revenus. C'est un autre levier d'action qui n'est pas directement de vos poches à vous. Puis effectivement, c'est pas le même type de gestion avec des clients qu'avec des membres. Est-ce que ça va nuire ou pas à votre vie associative? C'est à vous, en rendu là, à vous poser la question. Est-ce que de ne pas les amener comme membres, ça va nous aider ou ça va nous nuire? Fait qu'il y a plein de considérations que je ne peux pas décider pour vous, mais mon but, c'est de vous allumer des flags et de dire, bon, revenez aux besoins. Tu sais, je comprends qu'on veut gagner un peu, tu sais, on ne veut pas perdre surtout, mais on veut pouvoir tirer notre épingle du jeu, je le comprends. Mais l'idée de la coop, c'est d'essayer de respecter les besoins puis d'assurer finalement la pérennité des activités qui vous tiennent à cœur dans le futur. Allez-y, Yves, je n'ai pas votre nom de famille, fait que je vais vous tutoyer. Ben, c'est pas de problème, Mme Plante. Écoutez, quand on parle pour le rachat de 50 000 qu'on parlait tantôt, il n'y a pas personne qui est obligé de le faire. Les gens qui ont des roulottes, ils peuvent rester là. Nous autres, ce qu'on pensait, c'est qu'ils peuvent rester là et c'est au niveau de la modulation du paiement par mois pour la location. Autrement dit, celui qui a investi 50 000, lui, il va payer moins cher que celui qui n'investit pas 50 000. Mettons que ça nous coûte 5 000 par année, ceux qui ont investi, mais celui qui n'a pas investi, qui veut juste, qui a une roulotte, lui, il dit, je ne veux pas mettre le 50 000, mais il va payer plus cher sa location annuellement. Ça va être, mettons, 8 000, 9 000. C'est de cette façon-là qu'on avait décidé. Fait que les gens ne sont pas obligés d'embarquer. C'était une des questions que j'avais posées. Moi, je ne voudrais pas que personne soit obligé d'embarquer quand il y a une roulotte, puis il dit, moi, je vais m'en aller dans l'année prochaine, là, puis je veux juste faire une année de plus. C'est pour ça que ces gens-là, où je vais sortir ma roulotte. C'est tout. Mais c'est là qu'il en était. Et c'est la même chose pour les quais. On n'avait pas mis de valeur sur chaque quai.
c'est que c'était une location d'un quai. Fait que, mettons, moi, j'ai un quai présentement, ben, mon quai me coûte, mettons, 800 pièces par année. Ben, celui qui n'a pas, mais il n'a pas à payer 800 pièces par année, lui. C'est tout simplement ça. Mais au niveau, puis Michel peut en parler aussi, c'est qu'il y a une liste d'attente pour les quais. Quand il y en a un qui vend, ben, il perd son droit de quai, puis c'est le prochain sur la liste. C'était ça. Je voulais savoir si c'était possible de faire ça avec une coop. Une coop, c'est une entreprise. Une entreprise a fait des activités commerciales, des achats, des ventes. Tu sais, ce que vous me dites, ça rentre dans ce contexte-là. Mais ce que vous me dites, là, ça me ramène là. Je vais montrer ça tantôt, là. Moi, je réentends encore la psychologie, la logique d'investisseur derrière. Puis, tu sais, il y a beaucoup de nuances à avoir là. Mais en termes de j'ai de la misère à trouver les bons mots pour vous l'amener. Parce que oui, tu sais, c'est une business à rouler, là. Dans le fond, on n'a pas le choix, là. Mais je trouve pas les mots. Je suis vraiment désolée. C'est rare que je suis speechless comme ça, là, mais là, ça vient pas. Je comprends très bien, mais comme je vous disais tantôt, vous avez parlé de part sociale, de part privilégiée. Je ne suis pas tellement familier avec ces termes-là, mais comme Michel disait, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir deux sortes de parts. Est-ce qu'on pourrait avoir une part à 5 000 puis une part, la privilégiée qu'on paye plus cher, puis celui qui ne paye pas plus cher paye plus cher de location? Est-ce que c'était des possibilités? Parce qu'il y en a, moi, j'en connais qui ne veulent pas mettre le 50 000, là. Parce que pour eux autres, ils ont 77 ans, l'autre, il a 80. Ils disent, moi, je mets 50 000, là, ça ne me tente pas. Moi, j'aimerais mieux payer plus cher la location. Puis quand je vendrai mon installation, ben, la personne qui l'achètera, elle achètera le 50 000 ou il payera plus cher de location. C'est la flexibilité, je vois, qu'on peut avoir avec la coop. Mettons que là, j'enlève un niveau de complexité, OK? Puis que je dis que les parts de qualification, c'est des parts sociales, puis que ça, c'est les parts qu'il faut pour devenir membre. Exact. Dans un autre temps, il y a des parts privilégiées qui permettent d'investir, qui peuvent donner des intérêts ou pas, selon comment c'est bien passé ou pas l'année, les excédents et tout ça. Excusez-moi de vous interrompre. Si je comprends bien ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'on pourrait avoir une part sociale à 1 000 $ pour être membre, puis on va sortir des parts privilégiées à 49 000 pour celui qui veut embarquer, tout simplement. Fait que lui, il est membre et plus il a investi 49 000 $ pour acheter le terrain. Et celui qui a juste pris la part sociale de 1 000 $, ben lui, sa location annuelle, elle va passer de 4 000 à 9 000. C'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace ou bon pour une entreprise? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en termes de structure financière, là, ben, une entreprise est la totalité de ce qu'elle possède, là, puis elle s'appuie sur deux choses, le financement puis l'investissement des membres. L'investissement des membres se détache en différents points. Là, autant le cumul des excédents des autres années, qui risque d'être pas très haut. Hein, si on vise finalement à ne pas faire tant d'excédents que ça, on veut juste rentrer dans notre argent, partager les frais. Dans un autre temps, il y a le capital qu'on appelle permanent, associons-le au capital, aux parts sociales, là, qui est dans le fond l'argent qui va rester investi là pratiquement à vie, parce que normalement, quand j'ai un membre qui part, j'ai un autre qui rentre, là, j'ai un roulement de membres. Et les parts privilégiées qui sont un capital à rembourser aux membres. Si on fait ça, puis qu'on met 1 000 dans notre capital permanent, puis 49 000 dans notre capital temporaire, oui, je comprends les avantages, là, puis je comprends la logique d'investisseur en arrière de dire, ben, plus que je mets d'argent là, ben, plus que j'ai de possibilités de rendement, puis d'économiser, par exemple, sur mon abonnement ou sur ci ou sur ça. Je vous ramène à ce que j'ai dit au début. De un, c'est qui s'enrichit à faire ça? C'est juste le gouvernement en impôts que vous payez, pas vous, parce que vous payez après impôt. Puis là, vous êtes imposé sur vos intérêts sur part, même si vous ne les encaissez pas. De un, là, l'autre bout que je suis en train d'oublier, c'est... Oui, ben c'est ça, c'est vous appauvrissez votre structure financière.
Dans le fond, là, vous dites, ben, je vais rembourser ce capital-là qui n'est pas permanent. Qu'est-ce qui va rester? Le très peu d'excédent qui se cumule à travers les années, puis mon capital permanent qui est gros comme ça. Donc, ce que vous faites, c'est que vous diminuez votre capacité d'endettement de la coop pour le restant de sa vie. OK. Fait que c'est toutes des nuances qui sont importantes pour trouver le fameux sweet spot entre c'est quoi vraiment le capital permanent que j'ai besoin d'avoir. C'est pour ça qu'en général, dans les montages financiers, surtout de démarrage, on va aller chercher notre 20% en mise de fonds en capital permanent. Donc, allez-y. Ça, on va l'atteindre, le 20% en capital. Parfait. Fait que dans le fond, si on est capable d'aller chercher ce 20%-là en capital permanent, ben, l'excédent, il y a moins d'enjeux à le mettre en part privilégiée, se donner des intérêts sur part pour peut-être avoir une diminution de ce qu'on a à donner. Par contre, je vous ramène au point que ben, c'est le gouvernement qui s'enrichit à faire ça. Là, en tant qu'entreprise, vous avez différents choix que vous pouvez faire effectivement sur le coût de certains services ou pas. Donc, est-ce que vous catégorisez les services aux membres installation fixe différemment qu'aux pas membres installation non fixe? Aux membres, aux non-membres. Ben, souvent, c'est quelque chose qu'on va faire. On va dire, ben là, nous, on est membres, on a mis de l'argent, fait ben, je veux payer moins cher annuellement que les gens qui ne sont pas membres. Normal. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on diminue nos opérations avec nos membres par rapport aux opérations avec nos non-membres. Donc, indirectement, on peut moins se répartir la richesse excédentaire. Mais bon, je vous ai convaincu depuis le début que ce n'était pas une bonne idée de se répartir la richesse excédentaire, mais c'est quand même des nuances qui sont toutes interreliées au final. Si j'en prends d'un bord, ben, j'en ai clairement moins de l'autre. Fait que c'est un peu ça le jeu là, du montage financier à la fin. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de la balance de vente, je n'avais pas répondu à ce point-là, mais la balance de vente, ça peut être un instrument de dette. C'est un financement, dans le fond, là, de gré à gré. Oui. Mais ça peut aussi être une part privilégiée. Dans certains contextes, là, ça l'amène quelques trucs fiscaux là, que je ne vous expliquerai pas, que j'ai mis dans mon rapport là, au cédant. Là, donc, il y a toute cette information-là là, pour sa prise de décision. Mais c'est ça, il y avait ce point-là à rattacher. OK. C'est bon? Oui, ça me répond à ma question. Monsieur Dubuc. Oui, juste pour vous aider un peu, mettre en contexte un peu notre réalité au camping Cinderella. Comme dit, il y a 135 potentiels investisseurs, il y a 135 places. Nous, on avait recommandé une part de 50 000 50 000 135 on paye le vendeur et les frais de conformité. Donc, on n'aurait vraiment pas de balance de vente sur mon embarque. C'est un peu la logique de mettre ce montant-là. On a fait un sondage à l'interne. Sur les 135, il y en a à peu près 121 qui sont intéressés à mettre 50 000 50 000, quand même. C'est quand même assez bon. C'est vrai qu'en réalité, une fois qu'on va demander le dépôt, probablement qu'on va perdre quelques joueurs, c'est certain. Mais on pense qu'à 80-85, le projet est viable, mais on pense avoir plus que 100 investisseurs pour donner un peu une idée là, de notre réalité aujourd'hui. Parfait. Je vais juste faire un petit tour là, des questions, voir si j'en ai pas manqué, là, mais c'est ça, la balance de vente, oui, c'est possible, là, c'est à négocier. Est-ce que si la coop a besoin de faire une acquisition, peut-on avoir accès à du financement facilement? Ça, on en a parlé aussi. Fait que non, je pense que j'avais pas mal traité l'ensemble des questions là, par sujet. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. Juste une petite question, les frais de mutation. Je pense qu'on a la réponse aux frais de mutation, mais j'aimerais qu'on le reconfirme ici. Les frais de mutation, on comprend que vu que nous, on achèterait, si ça fonctionne, une société par action, qui exactement, c'est un Québec Inc., qui est le propriétaire du camping Cédant présentement. Donc, ça serait considéré comme une fusion, donc il n'y aurait pas de frais de mutation. C'est bien ça?
Ben, moi, je peux pas vous confirmer à 100%, vous dire oui ou non. C'est pas ma job. C'est la responsabilité des juristes là, de vérifier ça dans la transaction. Par contre, moi, l'information que j'ai eue des juristes là, aussi, qui a été confirmée avec eux, c'est que dans le fond, les frais de mutation, c'est exigible lorsqu'il y a un changement de propriétaire. Euh, donc, théoriquement, là, j'extrapole un peu, là, c'est que dans le fond, au moment où on acquiert les actions, ben, la société par action est toujours détentrice des actifs, là. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de changement de propriété. Par contre, là, si on vient faire la fusion, théoriquement, le nom change, mais l'appartenance finale avant la transaction et après la transaction ne change pas. Donc, selon cette logique-là, ça semble faire du sens qu'il n'aurait pas de frais de mutation. Mais je ne suis pas juriste, puis je ne peux pas vous l'assurer. Fait que je ne suis pas la bonne personne pour vous le confirmer. Allez-y, M. Ricard. Pensez à ouvrir votre micro. Oui, je l'ai passé. Merci. Là, concernant justement ça, le fait d'acquérir la société par action, il faut quand même s'assurer toujours, on l'a vu avec les autres aussi, les autres modèles, de due diligence, là, de vérifier ça. Avez-vous une liste, mettons, un spécialiste à la coopérative, au CDR? Je ne sais plus c'est quoi La CDRQ, oui, mais ouais, dans le fond, CDRQ. le due diligence est à faire dans toutes les acquisitions d'actions. Puis dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de modèle coop encore. Nous, on n'a pas de spécialiste de fiscalité à l'interne non plus. Par contre, j'ai des contacts, moi, de cabinets comptables qui font des due diligence du côté comptable. Mais à ce que j'ai compris, là, le due diligence, hein, il y a différents aspects. Il y a le légal, il y a le comptable, il y a des vérifications fiscales, un mémo fiscal aussi à faire en amont de ça. Fait il y a différentes choses là, à regarder dans ce travail-là. Fait que c'est sûr que moi, je peux vous référer aux firmes comptables là, que je connais qui font ce travail-là. Mais autrement, tu sais, moi, c'est pas juridique non plus. Fait que je ne sais pas si eux ont des juristes à l'interne, ils s'attachent à l'interne. Moi, je sais juste que c'est pour le due diligence, tu sais, j'ai le lien avec des cabinets qui le font, là. OK, mais vous n'avez pas des spécialistes à l'interne qui font ça, là, mettons. Il faut vraiment aller à l'externe pour pouvoir faire ce processus-là qu'on n'a pas le choix de faire, là. Ben c'est ça, ben je vais vous expliquer rapidement la logique. Hein. Comme je vous ai dit, en contexte de liquidation, de coop, le reliquat, il n'est pas transférable, il n'est pas répartissable. Fait que dans le fond, les coops, il n'y a pas ce contexte-là, finalement, de revente de coop. Fait que de notre côté, en termes coopératifs, on n'a pas ce type d'analyse-là à faire. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est relatif aussi aux sociétés par action. Ben, je dis sociétés par action, mais les Inc., là, les entreprises. Fait que c'est sûr que pour nous, ça ne touche pas vraiment là, notre core business non plus, coop. Je comprends que là, on passe d'une Inc., on veut s'en aller à coop, mais je pense que ça l'explique bien pourquoi là, on n'est pas spécialisé à ce niveau-là. Ben, parce que. Oh, oui, on vous entend. Oh, là. OK. Oui, mais parce que, tu sais, on n'est pas les premiers à faire ça. Tu sais, il y a beaucoup de campings ou d'autres endroits qui achètent déjà soit un individu ou un propriétaire ou une compagnie de numéro comme ça. Fait que c'est pour ça que je me demandais, tu sais, vous avez tout bien quelqu'un qui peut nous aider, tu sais, à faire la liste, mais vous n'avez pas vraiment quelqu'un pour ça. Il faut vraiment aller au privé pour s'assurer de ça. Tu sais, dans le fond, nous, à l'interne, on a une spécialiste en reprise collective qui, elle, dans le fond, est un peu notre maître d'œuvre au niveau des étapes un peu à suivre dans le cheminement pour se rendre de, ben, j'ai une idée de reprise collective, je suis en train de regarder ça avec le cédant, puis là, je la fais, mon entreprise, là, fait elle peut vous aider à cheminer à travers ça, mais reste que, tu sais, là, vous avez devant vous, par exemple, l'exemple du due diligence, on ne peut pas plus le faire à l'interne. Fait que de toute façon, il y a des gens à impliquer, là, des professionnels à impliquer dans ces types de transactions-là. OK. Parfait. Fait que je pense qu'on avait fait pas mal le tour. Vous avez été efficaces, vous avez été des bons élèves. Oui, ça nous a pris moins de 2 heures. Parfait. Oui, c'est ça, là, des fois, là, avec les chiffres, les affaires, oui. Là, on se promène entre fiscalité, comptabilité, légale, là, fait que...
Bon, on a Yves qui revient, Madame Date qui revient avec son beau sourire mauve. Yes! Toujours aussi mauve. Super. Mais je pense que ça a répondu à plusieurs de nos questions. Du moins, je l'avais envoyé. Je vous remercie énormément pour ça. Je pense que ça nous a éclairé beaucoup sur certains points qu'on avait des questionnements. Je ne sais pas si certains de mes collègues ont d'autres commentaires ou d'autres questions avant qu'on ferme la session. Ben, je pense, par rapport au financement, je pense que Mme Dion nous avait envoyé un tableau un petit peu pour donner une idée pour voir comment on était capable d'aller chercher un financement. Là. Je ne sais pas si c'était. Y a-t-il eu d'autres partenaires qui seraient encore plus prêts? Je ne sais pas. Non, c'est toujours les mêmes dans l'économie sociale. Puis, il faut regarder, bien sûr, avec la MRC. Puis, tu sais, moi, à la minute que vous me dites que vous êtes prêts, de toute façon, il va falloir que je vous mette en contact avec la MRC pour qu'ils puissent vous aider pour vos prévisions financières et votre business model pour vraiment là, avoir un petit canevas, là, parce que vu que l'entreprise existe déjà, ben, tu sais, pas besoin de faire un gros plan d'affaires, mais vraiment que ça puisse vous aider, toute l'équipe. Alors, tu sais, sitôt que vous me dites que vous êtes prêt, que vous voulez partir la machine, bien, je vous mets en contact. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bien, on est là pour ça. Je vous remercie tous les deux. C'est vraiment très apprécié le temps que vous avez passé avec nous. Oui. Ça nous a fait plaisir. On attend de vos nouvelles. Excellent. Merci. Là. Merci. Passez une belle journée. L'enregistrement étant, on a fait un enregistrement, je demandais à ma collègue pour savoir si elle sait comment faire, puis pourrais vous l'envoyer si vous voulez le partager à d'autres. Oui, parce qu'évidemment, ce n'est pas tous les membres du comité qui vont être présents aujourd'hui. Si on peut leur envoyer l'enregistrement, ça serait très positif. Parce que c'est à peu près 1h15, fait que ça serait intéressant pour eux de revoir la vidéo plutôt que d'avoir un verbatim. Excellent. Ben, j'attends votre courriel comme ça. Ben, au plaisir. Ben, bonne journée. Je pense que ça va être Merci. plus un lien sur notre Teams pour que vous puissiez l'avoir. Je pense, hein, Charlie? Oui, effectivement, on ne peut pas le transmettre par courriel. Non, il parce que faut créer un lien de partage puis oui. l'envoyer. Fait qu'on le fera ensemble si tu veux, Caroline. Puis, Parfait. Puis je vais vous faire parvenir ça. Puis je pense que vous avez un laps de temps aussi pour le regarder. Oui, ben ça, là, je vais m'assurer qu'au moins il dure jusqu'au 31 mars 2026, mais vous seriez mieux de le télécharger pour l'avoir parce que, dans le fond, les accès qu'on va vous envoyer, c'est spécifiquement juste à ceux qui vont le recevoir. Fait que si vous transférez le lien à quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Il faut vraiment autoriser spécifiquement, c'est ça, les procédures mais informatiques. Une fois qu'il est téléchargé, on peut le transférer par la suite. C'est ça. C'est juste que c'est souvent trop lourd pour pouvoir être transféré par courriel.